Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Alors, cette semaine, je me suis trouvée un petit coin de paradis avec un peu de soleil, de la chaleur en ce printemps qui est particulièrement froid. Et cette froideur n'est pas pour alléger notre situation en temps de crise du COVID. Cependant, pour me réchauffer le cœur, je suis allée sur les médias sociaux, encore une fois, et j'ai pu être témoin d'initiatives communautaires dans les communautés autochtones du sud de l'Amérique jusqu'au Canada. Et un peu partout, on voit justement cet aspect communautaire de toutes les différentes nations autochtones ressortir dans une période telle que le COVID-19. Et je veux particulièrement souligner certains des aspects qui touchent le Québec parce que on le voit présentement, surtout dans les points de presse, que la situation à Montréal et la situation en région est totalement différente. Cependant, on va rajouter une autre différence si on parle des situations des communautés autochtones. Et là, je pense beaucoup à des communautés qui sont éloignées, qui vont avoir fermé aussi leurs portes et leurs frontières pour pouvoir permettre un isolement total à la communauté et ainsi prévenir justement des éclosions de cas de COVID dans des communautés qui sont souvent en difficulté d'approvisionnement de logements pour des familles nombreuses. Et pour la simple et bonne raison que, justement, on a souvent des problématiques au niveau des maladies pulmonaires et on veut protéger notre population la plus à risque et la plus précieuse à nos yeux culturellement, c'est-à-dire nos aînés. Alors que quand on regarde à Montréal, eh bien là, on voit une autre situation, surtout que Montréal, présentement, se trouve dans une position très fragile par rapport aux cas, aux éclosions de COVID sur son territoire. Mais là, tu rajoutes le fait qu'à Montréal, il y a une population autochtone très présente et particulièrement des fois des populations très vulnérables. Alors, on a vu des initiatives qui ont sorti pour les personnes qui ont des besoins de première ligne, comme les personnes qui sont en situation d'itinérance, les femmes, les familles qui ont parfois, malheureusement, à faire face à de la violence conjugale qui est accrue présentement à tous les niveaux pendant la crise du COVID, vu le renfermement dans les maisons, dans les foyers. Alors, en offrant ces services de première ligne, certains des éléments communautaires les plus importants deviennent des organismes, des centres d'amitié, des regroupements communautaires qu'on a pu voir avoir des projets extraordinaires. Je pense particulièrement, dans le cas de Montréal, à Résilience Montréal, qui ont fait des paniers, préparé de la nourriture, des repas chauds, surtout en cette situation de froid extrême, pour justement la population à risque, la population de première ligne, et devenir un phare justement pour des services qui peuvent être offerts aux Premières Nations, aux communautés inuites, alors que celles-ci, des fois, ont totalement, dans un temps normal, la difficulté à accéder à justement des services de premiers soins de première ligne. Donc, Résilience Montréal fait un travail extraordinaire et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est de voir la mobilisation de la population pour pouvoir monter des fonds, faire des donations. On a vu des gens qui ont fait de la bannique, qui ont fait des chilis et tout ça avec l'énergie de la mobilisation communautaire de Montréal. Je pense aussi aux centres d'amitié qui sont dans d'autres villes, comme par exemple le centre d'amitié de la Naudière, qui ont préparé des paniers, des sacs d'activités pour les enfants. Parce que quand on est pris dans une situation d'enfermement dans un appartement, mais qu'on a des 5, 6 enfants, eh bien, avoir ces sacs d'activités-là pour pouvoir continuer l'école à la maison, pour pouvoir amuser, avoir un passe-temps pour ces enfants-là, c'est extraordinaire. Mais j'ai aussi vu des repas passer que j'avais dit, je mangerais bien de ce petit repas. Alors, d'amener cette chaleur communautaire à beaucoup de gens qui sont éloignés de leur communauté, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à leur famille qui habituellement sont accessibles. Par exemple, la Naudière, ça va être les communautés atikamekw. Eh bien, justement, là, comme il y a un refermement des communautés, ils ne peuvent pas accéder à leur filet social habituel qui vont les aider justement à passer à travers les fins de mois ou même juste du support moral, avoir une grand-mère qui vient garder une fin de semaine pour une maman, ça peut être extraordinaire. Mais malheureusement, il faut s'adapter à la situation de distanciation sociale qu'on voit en ce moment. Et ces paniers-là, j'ai vu aussi qu'ils cueillaient de la médecine traditionnelle pour les aînés qui sont pris à la Naudière. Donc, il y a extraordinairement une réflexion qui a été faite autour des projets et des besoins directs des communautés et des familles. Et quand on pense aux communautés éloignées, très éloignées,
Je regarde toujours dans mon village, qu'est-ce qui se fait. Et moi, une des initiatives que j'ai vraiment été touchée, c'est de voir que les femmes au centre culturel Innu de Mingan ont cousu plus de 600 masques en tissu pour chacun des membres de la communauté. Donc, ils ont fait des masques pour les adultes et pour les enfants. Comme ça, si jamais un masque était nécessaire pour aller avoir des soins de santé, pour devoir faire l'épicerie à l'extérieur de la communauté, eh bien, ces masques étaient disponibles. Mais on a vu aussi des paniers pour les parents, on a vu du support communautaire, on a vu aussi adapter ces politiques par rapport aux besoins alimentaires des communautés. Donc, comme on respectait beaucoup la distanciation sociale dans la communauté, on a adapté les règles de distanciation sociale pour permettre justement aux chasseurs de la communauté d'aller chercher des outardes puisque c'était la période de la chasse. Mais vraiment, c'était un modèle, je pense, de leadership et aussi un modèle de rassemblement communautaire derrière un cas qui nous concerne tous pour pouvoir alléger justement le poids du moment pour le reste de la communauté, ceux qui peuvent malheureusement pas être dans une action directe ou qui doivent penser à leurs enfants ou qui doivent penser à leur maladie et qui ne peuvent pas être aussi actifs qu'ils le sont habituellement. Donc, les initiatives communautaires sont extraordinairement utiles puisqu'elles sont directement liées aux besoins immédiats. Malheureusement, quand on voit des politiques plus provinciales ou fédérales, on voit souvent des politiques qui veulent être très actives, mais qui ne visent pas directement le besoin immédiat. Et ça, c'est le travail de la communauté, c'est le travail d'avoir les yeux tournés vers les membres de sa communauté et de se préoccuper du bien-être de sa communauté. Donc, n'hésitez pas à visiter justement les sites de Facebook ou les sites web de ces regroupements comme Résilience Montréal, les centres d'amitié, les regroupements des centres d'amitié, il y en a partout au Québec et au Canada, et même des fois les initiatives communautaires dans les réserves ou les communautés proches de chez vous. Vous allez peut-être des fois avoir des appels à l'action, c'est-à-dire, pouvez-vous nous envoyer des manteaux d'hiver, pouvez-vous nous envoyer des chaussures, est-ce que vous voulez faire des dons pour pouvoir nourrir tel groupe ou faire des paniers? Alors là, vous allez pouvoir répondre à l'appel et aux besoins directs de votre communauté. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous encourage à regarder autour de vous puis à vous assurer que votre communauté est en santé.